Bien, merci à tous de vous être levés. On avait un peu peur qu'il y ait beaucoup de retardataires. Bon, la salle est un peu moins pleine qu'hier, mais pour l'instant, c'est bien. Bon, ce matin, on commence donc, hormis notre assemblée générale, qui avait été légèrement décalée, et Alain vous en reparlera, on va parler un petit peu de l'actualité de la FCGA, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on fera encore dans les mois à venir, et les années à venir. Je remercie le président Charles-René Tandé d'être avec nous, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Il prendra la parole après ce petit tour d'horizon de la fédération pour nous donner les orientations du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et dans l'environnement général, mais l'environnement aussi des OGA. Bien, l'année 2018, comme pas mal d'années ces derniers temps, toujours des rebondissements. On l'a déjà évoqué. Alors pour les présidents, on a déjà parlé à l'époque à la réunion des présidents en juin, mais c'était en place, pas encore en place. Et la loi Pacte, on en reparlera un petit peu puisque vous aurez quelques slides et puis on en parlera plus après une fois qu'on vous aura présenté un petit peu ce qui a été fait. La loi Pacte, les projets de loi de finances et effectivement, comme vous le savez, le potentiel remise en cause du 1,25, on en reparlera, et donc l'avenir de nos organismes de gestion dans le contexte global, que ce soit par rapport à l'administration fiscale, par rapport aux instances professionnelles, et donc la politique que l'on veut mener, la Fédé, mais aussi avec les autres fédérations, puisque ça sera un travail commun, et je pense qu'on ne sera pas assez de tous être ensemble pour faire des propositions, pour être entendus. Voilà. Donc les intervenants, vous le voyez, donc Eric, donc, qui est président de la commission juridique, Alain, qui va nous parler, qui est vice-président et qui va nous parler des rapprochements et des possibilités, et Philippe, vice-président de la commission juridique, qui est aussi l'animateur de notre club des permanents, qui va nous faire aussi un petit débrief de ce que l'on a fait. Je te laisse le soin. Merci Yves. Bonjour à tous, je crois que j'ai pas vu tout le monde. Effectivement, Yves, Alain, Eric, ils m'ont demandé de faire un petit point rapide sur l'évolution et sur le contexte. L'idée, dans un premier temps, c'est de repartir sur un petit contexte chiffré. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas 50 slides, ça va aller assez vite. Et après, faire un point sur ce que vient de dire Yves, la loi Pacte, les amendements sur le statut du conjoint et les amendements sur le 1,25. Donc on va commencer tout de suite directement sur un petit contexte chiffré sur l'évolution des entreprises en France. Alors si ça fonctionne, je ne sais pas si tout le monde voit, je crois que la couleur bleue, c'était pas une grande idée. Ça va à peu près ? Bon. Donc voilà, donc en gros, pour faire très simple et assez rapidement, je vous ai donné les chiffres BIC, BNC, BA, IS au réel. Je me suis permis d'enlever tout ce qui est auto-entrepreneur, micro, d'accord. Parce que sinon là, vous rajoutez un million sinon. Donc voilà, donc on part de 2010 jusqu'à 2017, donc l'évolution sur 8 ans, donc plus 515 000 entreprises déclarantes en 8 ans. C'est les données issues des statistiques publiées sur le site statistique de l'administration fiscale. J'ai rien inventé, vous pouvez aller vérifier tous les chiffres. Et je pense qu'on pourra vous donner les slides aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, donc la bonne nouvelle, il y a de plus en plus d'entreprises en France, tout va bien, tout se passe bien et de plus en plus d'entreprises au réel. Alors on va rentrer dans le détail, vous vous doutez bien, parce que là c'est le global. Et là, alors c'est un petit peu plus fouillis, mais c'est les grandes tendances qu'il faut regarder. Donc des fortes disparités. Sur cette évolution de plus 515 000 entreprises, ça varie un petit peu différemment suivant les systèmes fiscaux, puisqu'on a plus 41% à l'IS, moins 6% en BIC, plus 7% en BNC et plus 1% en BA.
Donc là, sur nos amis agricoles, il y a une certaine stabilité, même s'il y a eu une évolution avec le forfait, mais bon, sur le début. Mais globalement, progression de 7% BNC, 1% BA. Donc vous voyez hein, les chiffres et les données graphiques, c'est toujours sur la même durée, sur 8 ans. Alors là, j'ai voulu, moi, détailler un petit peu la partie BIC-IS, puisque on a d'un côté plus 40% d'IS et moins 6%, moins 5% de 5% de BIC, pardon. Donc sur les TPE au réel simplifié, hein, j'ai enlevé le réel normal. Donc le réel simplifié, donc on reste quand même sur des entreprises 238 000 euros en prestations, 789 000 en achat-revente. Ça reste quand même de la TPE, hein, on n'est pas sur de la multinationale. Hein. Et ben on voit les courbes hein, sur 2010-2017, la progression des sociétés à l'IS au réel simplifié et la lente descente avec une petite reprise. C'est peut-être la bonne nouvelle du jour. Une petite reprise sur 2017. Voilà ce qu'on voulait vous dire déjà dans un premier temps sur le contexte chiffré. Donc on voit plus 64% en IS, moins 5% en BIC au réel simplifié. Alors, tant qu'on est dans les statistiques, parce que comme c'est les statistiques de l'administration fiscale, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin, puisque l'administration fiscale veut dire bien évidemment contrôle fiscal. On a fait un petit point là sur les contrôles fiscaux, un petit focus sur les contrôles fiscaux, avec les vérifications générales et vérifications simples. Donc vous voyez qu'on était dans les 48 000 contrôles fiscaux. Alors c'est les contrôles fiscaux sur place, hein. D'accord. Donc 48 000 contrôles fiscaux sur place par an. On est descendu à un peu plus de, enfin 43 000 pour faire très simple. Donc un peu moins de 5 000 contrôles fiscaux sur place en moins. Mais vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec plus d'entreprises. Donc bah, bien évidemment, le taux de contrôle, pas très compliqué. S'il y a plus d'entreprises, moins de contrôle. Le taux de contrôle diminue. Donc voilà la première conclusion qu'on voulait mettre et les données chiffrées qu'on voulait mettre en avant pour remettre un peu, parce qu'on va parler un petit peu du 1,25, du débat sur les EGA. Donc avec, alors je vous ai mis les résultats là pour les derniers sur 2017 et sur également les montants rappelés en milliards. Oui, c'est des milliards. Hein. Oui, quand même. Donc le gros de la troupe, c'est de l'IS et de la TVA et des pénalités et un peu de droits rappelés à l'IR. Avec une petite précision quand même, vous voyez le chiffre là, c'est pour la première année, les vérifications de comptabilité, qui est une nouveauté en termes de contrôle, hein, puisqu'on a le contrôle sur pièce, le contrôle sur place. Et là, vous avez la vérification de comptabilité depuis 2017, où sur 2017, il y a eu 635 vérifications de comptabilité. Donc pour faire très simple, hein, c'est on envoie notre FEC et on se fait contrôler à partir du FEC. Donc voilà, c'est les nouveautés des vérifications de comptabilité. Alors comme c'était la première année, il n'y en a pas beaucoup. On attend avec impatience les chiffres de l'année prochaine pour voir s'il y a une augmentation importante de ce type de contrôle fiscal par l'administration. Puisque vous avez vérification générale, vérification simple, les ESFP, l'examen complet, et nouveauté, la vérification de comptabilité. Alors les montants, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer vite, et je vais arriver quand même à nos adhérents, parce que c'est bien de parler de toutes les entreprises et des contrôles fiscaux, mais on va parler de nous. Donc nos adhérents, donc le numéro 1, donc c'est les chiffres hein, de 2017. Donc le numéro 1, ce sont les BNC, la courbe qui s'est croisée entre les BIC et les BNC il y a 4 ans de mémoire, avec, je vous ai mis ceux qui sont adhérents d'un OGA, donc en bleu, et en violet, oui c'est du violet, et en violet ceux qui n'ont pas d'organisme de gestion agréé. Donc dans les BNC, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup d'adhésions et peu de non-adhérents. Sur les BIC, là par contre, il y a beaucoup de non-adhérents. Et sur les BA, bah là, on retrouve la proportion un petit peu du BNC de taux d'adhésion. Voilà.
Et je termine par les bénéfices de nos adhérents que je vais relier avec la diapo d'après. C'est pourquoi est-ce qu'il y avait pas beaucoup, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de non-adhérents en BIC. Il y a beaucoup de non-adhérents en BIC parce que regardez le bénéfice de ces nombreux adhérents. Si je reviens en arrière, c'est 276 ou 78 000, je ne vois pas trop, BIC non-adhérents, le violet du milieu. Ça représente qu'1 milliard de bénéfices. Donc ils ne sont pas adhérents parce que soit ils sont déficitaires, soit ils ont un bénéfice tellement faible que la majoration de 1,25. Après, il reste ceux qui ont oublié d'adhérer, mais ça, on est sur la marge. Et donc le bénéfice de nos adhérents, donc 31 milliards pour les BNC, 10 milliards pour les BIC et 5 milliards pour les BA. Donc on représente quand même gentiment 50 milliards de bénéfices. Alors, peut-être pas grand-chose par rapport aux 2000 milliards de PIB, mais quand même. Moi, je trouve ça quand même pour des TPE, des chiffres quand même assez importants. Je terminerai juste en 2 secondes sur cette dernière diapo chiffrée, puis après j'arrête de vous embêter avec les chiffres, promis. Les 915 euros, donc les 915 euros qui ont progressé sur 10 ans d'un peu plus de 22 millions d'euros en coût. Donc, puisque le dernier chiffre connu, on est à près de, enfin, un peu plus de 63 600 000 euros de coût pour le coût de cet avantage fiscal de ces 915 euros. Alors, la petite chute, hein, c'est la mise en place des 2 tiers sur les 915 euros, ce qui explique. Alors même si on s'attendait à une chute plus importante, puisque 2 tiers de 915, on aurait pu imaginer 2 tiers de 74 millions. Mais il y a les nouveaux, puis voilà. Mais bon, voilà. Voilà, vous voyez quand même la courbe rose, ouais, c'est rose, qui continue quand même à progresser gentiment sur le nombre de personnes qui sont soumises qui bénéficient, pardon, excusez-moi, de la réduction d'impôt de 915 euros. Donc voilà pour le contexte chiffré. Alors c'est un petit peu rapide, hein, j'en suis désolé, mais je crois qu'on n'a pas non plus toute la matinée. L'idée c'était de passer après un peu plus de temps là pour. Donc moi je fais juste l'introduction après. Je vous laisse sur l'historique un petit peu de ce qui s'est passé cette année, puisque vous vous rappelez, dans le cadre de la loi Pacte, il y avait eu une consultation avec une question plus ou moins bien posée, plutôt moins, voilà, en gros, pour faire très simple, la suppression ou non des 1,25. Avec voilà, des pressions plus ou moins fortes d'organisations professionnelles qui souhaitaient la suppression des 1,25. Alors, ils ne souhaitaient pas la suppression des centres de gestion, mais la suppression des 1,25. Bon. J'ai vu qu'Hervé Goujon, hier, il avait le droit de dire, il avait dit des gros mots hier, mais voilà, c'est un peu nous prendre pour des cons. Voilà. Donc voilà, donc il y a eu ce débat-là tout le premier semestre 2018 sur les 1,25 où les différentes fédérations sont intervenues dans les ministères, enfin à la DGFIP, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Enfin voilà, je crois qu'on est tous allés un petit peu partout. Un, pour dire que la question était mal posée, et deux, pour repréciser l'utilité des organismes agréés, parce que des fois, c'est pas toujours très bien connu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là un peu plus récemment? Il y a eu des amendements en commission des finances pour supprimer les 1,25. 2 ou 3 amendements, je crois, en commission des finances de suppression des 1,25 de différents groupes parlementaires. Il n'y a pas de jaloux. Donc, voilà, qui ont tous été, vous l'avez vu, je vous l'ai mis, qui ont tous été rejetés. Retirés ou rejetés. Voilà. Ils ont été retirés dans l'hémicycle et rejetés en commission. Enfin bon, c'est pas grave. Enfin, au final,
final, ils ne sont pas applicables. Ensuite, il y a eu début novembre un amendement de suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'OGA. Alors celui-là, il a été voté avec la sagesse du gouvernement qui se réserve le droit au Sénat très bientôt. Puisque cela, ça va arriver, la deuxième partie de la loi de finances est votée à l'Assemblée nationale, donc là on va passer au Sénat très rapidement, et la possibilité pour le gouvernement de remettre éventuellement cette déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'OGA. Alors je ne sais pas si vous savez, hein, mais la déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'OGA, pour les non-adhérents d'OGA, c'est 17 500 €. Voilà. Alors, dans le cadre de la loi Pacte, pour ceux qui étaient là hier, c'était la petite vidéo du ministre Bruno Le Maire qui nous parlait de l'obligation d'un nouveau statut. Bon, à mon avis, c'est un petit peu emmêlé. C'était pas tout à fait un nouveau statut, puisque le statut obligatoire pour le conjoint date quand même de la loi Dutreil de 2005. Voilà, ça fait juste 13 ans. Maintenant, ce qui était à sa décharge, qui a été rajouté, c'est que s'il n'y a pas de choix de statut, le statut salarié sera obligatoire. S'il n'y a pas de choix de fait, ce sera le statut salarié. Alors que là, actuellement, il n'y avait rien de précisé. Il fallait choisir un statut conjoint collaborateur, conjoint associé, conjoint salarié. Là, maintenant, il y aura ce statut. Et dans ce cadre-là, il y a eu des amendements qui ont été déposés, qui ont été votés pour supprimer la déduction intégrale du salaire du conjoint. Alors, qui est pour l'application de la loi Pacte? Je vous rappelle que la loi Pacte n'est pas encore votée. Donc, on applique, c'est les débats qu'on a eus récemment au ministère des Finances avec les conseillers de Bruno Le Maire, quand même, qui était de dire, voilà, la PLF 2019, donc sur les revenus 2018, vous supprimez la déduction intégrale du salaire du conjoint sur une loi qui va être votée en 2019, la loi Pacte, début 2019 ou plus tôt, avec des décrets d'application qui vont arriver fin 2019. Donc c'est bien d'anticiper les lois, mais enfin, voilà. Donc je pense qu'ils ont entendu un petit peu, donc la suppression intégrale du salaire du conjoint, peut-être qu'on la récupérera, mais pour être tout à fait honnête, si on la récupère, on la récupérera pour un an ou deux, et de toute façon, en 2020, cet avantage-là fiscal, alors là, c'est que n'est que mon avis, mais il sera plié. Même si, enfin, je ne sais pas, je suis dans vos centres, mais les adhérents ne viennent pas exclusivement pour ça. Ils viennent en grande majorité pour les 1,25, puisqu'on avait eu, il y a quelques années, quand on avait fait une étude, qu'il n'y avait que 6% des adhérents qui étaient concernés par la déduction du salaire du conjoint. Voilà. Ensuite, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, il y a eu de nouveaux amendements au PLF 2019 de suppression de 1,25. Et je ne sais pas si vous avez tous vu, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ou pas entendu, puisque c'était un peu tard, l'annonce du ministre des Comptes publics. Donc, je vous ai mis que Gérald Darmanin, donc, il a annoncé que ces amendements font écho, donc les amendements de suppression des 1,25 et la déduction intégrale du salaire du conjoint, font écho au travail que nous menons sur les tiers de confiance. Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation œuvrent à une réforme des OGA qui devrait être présentée début d'année prochaine. Voilà ce qui a été dit. Alors, vous imaginez que notre sang n'a fait qu'un tour. Voilà, donc on a tout de suite été voilà, faire quelques visites, quelques coups de fil pour savoir ce qu'il y avait derrière. Là, je vais te laisser sur les aspects politiques. Yves, je te laisse expliquer nos petits rendez-vous. Merci. Oui, donc Philippe vient de faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé sur 2018. C'est un petit peu en dents de scie, hein, ça. Mais effectivement, compte tenu de l'annonce de Gérald Darmanin à l'Assemblée, effectivement, d'une réforme de OGA, une grande réforme des OGA pour janvier 2019, c'est sûr que la première chose que
que j'ai faite, c'est d'envoyer des demandes de rendez-vous à Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et à Laurent Martel au cabinet du Premier ministre. Donc rendez-vous que j'ai eu assez rapidement, puisque dans le quart d'heure qui suivait à peu près on avait les rendez-vous, enfin les dates de rendez-vous. Et j'ai demandé à Philippe de m'accompagner pour faire un tour d'horizon, simplement pour savoir ce que cachait ou ce que ne cachait pas cette annonce de Gérald Darmanin à l'Assemblée. Alors effectivement, en ayant des rendez-vous à 2 heures d'intervalle ou 3 heures d'intervalle, on a eu les mêmes réponses ou les mêmes discours entre Magali Valente et Malo de Carton, qui sont donc les conseillers de Bruno Le Maire, et Laurent Martel sur cet aspect. Magali Valente a accompagné Gérald Darmanin pour ses présentations. Et lorsqu'elle lui a transmis le dossier à présenter, elle nous a dit, voilà, on est en train de travailler avec les EGA, donc il y aura sur 2019 des modifications, sûrement une réforme, parce qu'effectivement, le 1,25, on sait ce qu'il en est, on sait que malheureusement, un jour ou l'autre, ça fait des années qu'on le dit, mais malheureusement, je pense qu'on s'approche de plus en plus vers... parce que on n'arrive plus, les gens ne comprennent plus, quoi. Alors chaque fois qu'on revient... Alors, ceux qui connaissent, c'est pas Laurent Martel qu'on va expliquer, mais quand je vous dis, c'était l'année dernière, je crois que j'ai rencontré Eric Woerth et qui me demandait un peu ce qu'on faisait, alors que c'est comme lui qui était à la base du 1,25. Hein, donc voilà, non, c'est compliqué. Et vu de l'extérieur, il y a certaines personnes qui sont revendicatrices là-dessus en disant c'est un impôt, je nommerai quand même. Voilà, donc Magali Valente a dit non, voilà, moi ce que je lui ai dit c'est ça. Et effectivement, quand il a fait son discours, vu qu'il y avait des amendements et tout, il a changé de discours en disant il y a une grande réforme des OGA, on est en train de faire une grande réforme des OGA qui sera déposée en janvier 2019. Mais il n'y a absolument rien dans les tuyaux. Voilà. Oui, il y a eu un petit, si tu me permets, il y a eu un petit mélange, c'est-à-dire qu'entre le discours il y a des réunions de travail entre les OGA, les fédérations d'OGA et les ministères, ça s'est transformé dans la bouche du ministre en une grande réforme. Voilà, c'est le discours du conseiller technique qui se transforme en discours politique. Voilà. Voilà. Quelques réunions de travail se transforment en grande réforme des OGA. Donc, pas de panique non plus. Voilà. Et maintenant, il est vrai que dans les 2 ministères qu'on a pu aller voir et la commission des finances de l'Assemblée nationale, commission des affaires économiques, c'est vrai que le 1,25, même si c'est constitutionnel, même si c'est qu'une modalité de calcul de l'impôt, enfin voilà, on peut tout expliquer. Et voilà, techniquement, il n'y a pas de problème. Politiquement, il y en a un. Voilà, et c'est ce que nous a confirmé Laurent Martel mardi. Voilà, avant la fin du quinquennat, le 1,25. Tout à fait, oui, c'est ce qui a été confirmé, enfin confirmé, c'est son opinion, mais il est clair qu'on a une organisation avec un président d'organisation, je ne veux pas citer, mais qui s'appelle M. Griset, qui a comme cheval de bataille, entre autres, cette suppression du 1,25, c'est clair qu'il l'a mené dans la loi Pacte, c'est clair qu'il l'amène toujours, puisque Laurent Martel nous l'a confirmé, d'ailleurs Bruno Le Maire aussi, que le jour où on était en rendez-vous, je ne sais plus si c'était le jour ou le lendemain, mais bon, lui il avait un rendez-vous à l'Élysée, et Laurent Martel nous a bien précisé, la première ligne de ses demandes, c'est la suppression du 1,25. Donc je veux dire, c'est pas fini, il va en remettre une couche. Laurent Martel nous a même confirmé, il dit que ça devient compliqué parce que même son chef de cabinet, maintenant, est pour la suppression de 1,25. Le président de la République, lui, pour l'instant, il attend pour voir. Ce n'est pas son objectif majeur. Mais bon, donc ça va dépendre où la balance va, dans quel sens la balance va pencher. Et de toute façon, effectivement, comme le disait Philippe, la DGFiP est notre soutien majeur. Par contre, il est clair que ce sera une décision politique. Donc... malheureusement, la DGFiP peuvent nous aider, peuvent nous soutenir. Au bout d'un moment, ils n'auront plus la main. Enfin, ils peuvent pousser dans le bon sens, mais malheureusement, et on le voit avec les pressions de certains lobbying, eh bien, on aura du mal. Et surtout, ça s'explique de plus en plus difficilement, parce que les gens ne comprennent pas. Comme dit Philippe, on a beau leur expliquer que c'est constitutionnel, que ça existe, qu'il n'y a rien à redire sur le plan juridique. Mais voilà, pour les gens, et comme il a martelé à nombreuses reprises que c'était une majoration qu'on taxait les gens plus qu'ils gagnaient, etc.,
Ça fait, c'est comme je parlais avec Charles René tout à l'heure, toutes les annonces qui peuvent arriver, ou soit du ministre, ou quelque chose, ça passe dans les journaux. Une fois que c'est passé et tout, pour dire aux gens, non, c'est pas comme ça, c'est autrement, ou il l'a dit différemment, oui, peut-être, mais c'est dit, les gens l'intègrent. Donc je pense que là, on va travailler donc, avec nos fédérations amies qui sont ici présentes, et je remercie, pour essayer de faire des propositions communes, même si c'est ce que je disais, ce que je disais aussi à Laurent Martel, on a aussi des spécificités. Notre ami Jean-Luc a sa spécificité agricole. Hein, voilà. Béchir et Dominique, ils ont une spécialité BNC. Et nous, on a le BIC. Et la partie que Philippe a bien mis en avant, de l'IS, elle nous touche surtout nous, entre guillemets. Hein, même si on parle d'OG mixte, mais nous, on parle de la partie BIC, parce que de toute façon, même dans l'OG mixte, s'il y en a un qui monte ou qui monte, parce qu'au bout d'un moment, je ne pense pas que ça fasse comme ça encore très longtemps, enfin, j'en sais rien pour les BNC, mais les autres, ils sont comme ça. Donc, si vous faites du mix, il y a bien donné, ça va, il en manquera un bout. Et je pense qu'il y a à faire au niveau des sociétés. C'est une de nos propositions qu'on a renouvelé, pas renouvelé ces derniers rendez-vous, parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était surtout de savoir ce qui se cachait derrière l'annonce du ministre. Mais c'est clair que pour nous, en matière de BIC, l'objectif, ce que j'ai redit, et là, je laisserai Charles René, parce que c'est plus la profession, même si ce n'est pas celle qui représente en tant que telle, parce que les experts comptables sont d'un côté, il y a les commissaires aux comptes. Et bien entendu qu'on n'a jamais voulu, enfin, en ce qui concerne, mais je pensais autant plus, essayer de prendre la place des commissaires aux comptes parce qu'il y a une place libre, etc. Ce n'est pas le cas. Et effectivement, dans les anciens discours, quand on disait ça serait bien qu'on prenne des sociétés, on se basait sur un seuil de 2 millions qui était un seuil légal. On s'est dit, ça existe, au moins ça donne une idée. Maintenant, on est en train de parler plutôt de seuil de simplifié, de réel. Voilà. Donc ça, je pense qu'on va travailler plus là-dessus. Pour dire simplement que ce n'est pas les sociétés qu'on veut, c'est une population. C'est-à-dire qu'on a des artisans, des commerçants, des prestataires de services qui passent en société pour des raisons diverses et variées, sociales, fiscales, etc. Ils le savent, ils ont un vrai souci aussi au niveau des ministères, c'est la question des retraites joue aussi, parce qu'effectivement, avec des sociétés où on rémunère de moins en moins, où on distribue de plus en plus, avec des SA, etc., il y a aussi un problème budgétaire d'un autre côté. Donc ça, c'est important. On a évoqué aussi avec le cabinet de Bruno Le Maire les modalités de passage en société pour les créateurs. C'est vrai que les aides chômeurs, pour toucher des aides, quand vous êtes en société, celui qui n'a pas besoin de l'argent, il laisse ses dividendes. Au bout de 2 ans, il distribue toutes ses dividendes. Il a touché son chômage. L'entreprise individuelle, on regarde son résultat pour savoir si on lui donne ou si on ne lui donne pas ou si on lui reprend. Ce n'est pas logique. C'est les mêmes structures, c'est les mêmes entreprises. C'est pour ça que pour nous, c'est important de parler d'entreprise et d'une tranche de population. C'est pas, voilà, quelle que soit la forme sociétale, enfin juridique. Voilà, donc là, je pense que c'est important. Et je pense que c'est entendu. Après, ce sera suivi des faits, pas des faits, je ne sais pas. On aura la position du Conseil supérieur derrière. Et nos propositions, c'était aussi, bien entendu, de pouvoir les attirer, parce que effectivement, si on perd plus ou moins de nos avantages, on n'est déjà pas très attirant pour les BIC. Alors pour les sociétés, vous vous rendez compte qu'en fonction du nombre de contrôles fiscaux, c'est pas leur dire venez chez nous à vous contrôler et donnez-nous 200 euros, 200, 300 euros, et puis vous serez content, vous serez contrôlé. Et voilà. Donc l'objectif, c'est de dire avantage sur un taux d'IS suivant ce qui peut se passer. Si un taux d'IS est normalisé à 25, ce qui était un peu le souhait du président de la République, de dire si tout le monde est à 25, c'est d'avoir un abattement pour revenir à 15, ça veut dire un abattement de 40% pour les adhésions de centres de gestion, moyennant un seuil comme on a toujours, comme il existe. Je pense que c'est un élément important. Là-dessus, effectivement, les conseillers de Gérald Darmanin nous avaient un petit peu alerté là-dessus en disant mais comment je vais le présenter moi au MEDEF, à CPME. C'est pour ça que j'ai rencontré François Asselin, donc de la CPME, pour évoquer ça avec lui. Évoquer aussi les demandes qu'on avait faites en matière de prescription fiscale, puisque à partir du moment où on fait un EPS, il y a un certain contrôle. Alors, ce n'est pas un contrôle fiscal, et on ne veut surtout pas que ça en soit, mais c'est un certain contrôle. Quand on voit les contrôles de l'administration fiscale qui descendent aussi un petit peu par manque d'effectifs. Donc, il est clair qu'on a un rôle à jouer. Charles, on parlait de tiers de confiance. Voilà, tout ça étant... Et je pense que, comme je disais hier, il y a une profession comptable, donc on est ensemble, et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler de main dans la main pour qu'on sache aussi que
en tant qu'expert comptable, parce qu'il y en a quand même pas mal dans la salle, il y en a beaucoup sur la scène, c'est de dire, on ne va pas se tirer de balle dans le pied non plus, donc c'est de dire, oui, peut-être mieux être contrôlé par un organisme de gestion qui maîtrise les éléments, plutôt que d'adhérer à un contrôle fiscal, même si on voit que ce n'est pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est là où ça va être compliqué, c'est d'attirer les gens en disant, de toute façon, vous avez peut-être une chance. Parce que avant, c'était, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, c'était 33 ans pour les sociétés. Hein, ça, c'était du temps de Manuel Valls, donc c'est pas si vieux que ça. Et maintenant, on est sur 50 ans. Donc ça commence à aller en montant. Donc je pense que l'important pour nous, c'est d'arriver à avoir des petites structures, soit effectivement TODS, prescription fiscale, donc sur un EPS. Il est fait, on prescrit les dépenses, puisqu'on a demandé de pas regarder les recettes. D'accord. Par contre, après, quelles sont les exigences de l'administration à ce sujet? Ils sont assez partants. Maintenant, le cabinet de Gérald Darmanin est très très favorable à ceci. Maintenant, il faudra voir les conditions. Donc, l'année de l'EPS, si tout s'est bien passé avant, est-ce qu'on peut avoir la prescription des 2 années d'avant? Là, ce sera toutes des discussions qui sont en cours et qui se termineront. Donc voilà. Donc je pense que l'objectif, c'est de mutualiser nos efforts, nos énergies, de faire des propositions communes avec chacun ses petites spécificités aussi. Et on espère pouvoir... de toute façon, on a vu hier, il faut être en avant, il faut motiver, il faut être toujours proactif. Donc on le sera. Et je pense... je parle pour moi, mais je parle pour les présidents des autres fédérations aussi, parce qu'ils ne seraient pas là autrement. On est motivés, on sera encore là dans quelques années. Les modalités, ça c'est à nous de les proposer, mais avec votre soutien, parce que ça aussi, n'oubliez pas, tous les ans, je vous le dis, remontez-nous des informations. Si vous avez des idées, si vous avez... On est preneurs. On est preneurs. Vous êtes au quotidien dans vos centres, vos problématiques, on les connaît plus ou moins, parce qu'on a tous été plus ou moins présidents de centre ou administrateurs de centre, donc on le voit. Mais les directeurs, les permanents et tout, c'est vous qui, au quotidien, voyez les difficultés et faire remonter tout ce qui peut vous être important pour vous et qui puisse pérenniser nos organismes. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations à la commission juridique? Puis Philippe et Eric sont là pour vous. Si c'est le lendemain de la soirée ou non? C'est l'after. Si je peux juste rajouter, il faut quand même pas être trop anxiogène. Hein. C'est-à-dire que la volonté, quand même, les pouvoirs publics que l'on a pu rencontrer sont convaincus de notre utilité. Voilà. Après, c'est les modalités. Alors pas tous, peut-être pas tous, mais une grande partie des gens qu'on a rencontrés quand même, que ce soit la Commission des finances, Commission affaires économiques, ministère des comptes publics, du budget, Matignon, l'Élysée, il y a quand même une utilité des organismes agréés. Et tant qu'on est utile, on ne sera pas supprimé. Voilà. Et on est utile. Moi, je suis persuadé que les OGA sont des organismes utiles. En plus, si on rajoute que l'administration fiscale non remplace entre 2-3 000 fonctionnaires par an et que les contrôles fiscaux vont sur des contrôles à fort enjeu, bon, voilà, globalement, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Voilà. Et le côté libéralisation totale des auto-entrepreneurs jusqu'à 170 000 euros de chiffre d'affaires, machin, hors taxe, donc plus de 200 000 TTC. Je crois qu'on est au bout là maintenant. On n'ira pas, on va pas faire des entreprises à 300, 400, 500 000 euros qui déclarent leur chiffre d'affaires en 5 minutes sur Internet. C'est bon quoi. Il va bien falloir qu'il y ait des tiers de confiance, des tiers certificateurs. Enfin, on appelle ça comme on veut. On s'en fiche. Et comment est-ce qu'on travaille là avec la profession comptable et en partenariat, parce que moi je suis aussi persuadé que si les organismes agréés ne sont plus là, qui est-ce qui sera en première ligne sur la signature et la responsabilité? Ce sera les experts comptables. Est-ce que c'est une volonté? Voilà. Après, moi je fais que poser des questions. Il faut rappeler, comme tu le dis, justement, les ministères, pour eux c'est clair, ils ne sont pas pour la disparition du E25. De toute façon, ils étaient avis défavorables pour les amendements. Ils ne sont pas pour. Par contre, ils nous ont dit, ça, malheureusement,
on ne pourra pas tenir jusqu'à la fin des quinquennats sans faire quelque chose. Donc c'est clair qu'il faut être en amont et pas attendre que ça nous tombe dessus. Et donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, oui. Ah oui. Alors l'optique de rendre l'adhésion obligatoire. Alors c'est effectivement des propositions qui sont faites. À la date d'aujourd'hui, la ligne directrice, je vous l'avais déjà dit, de toute façon, la ligne directrice du gouvernement, pas d'obligation, pas de sanction, pas de coût pour l'État. Dans cette triptyque, débrouillez-vous. Mais voilà, c'est à peu près ça. Alors effectivement... Donc si vous avez des idées, ils sont ouverts à tout. Voilà. Mais ça ne doit rien coûter, ça ne doit pas être obligatoire. Alors effectivement, après on peut se poser la question, s'il n'est pas obligatoire, est-ce qu'on va tenir? Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, de toute façon, c'est leur objectif, et je pense que c'est un peu l'objectif libéral du gouvernement actuellement, c'est de libéraliser, etc. C'est pas de sanctionner. Alors, comme disait Béchi, effectivement, ils sanctionnent pas mal de choses, que ça soit... Mais en ce qui nous concerne, pour l'instant, c'est le budget, l'obligation, etc. À voir comment on peut faire. Mais pour l'instant, la discussion ne pourra pas tourner là, à la date d'aujourd'hui. Ce sera... Non. D'autres questions? Là-bas. Pardon. Oui, Dominique, vas-y. Ouais, par rapport au statut de conjoint collaborateur, donc ça va être une obligation, comment ça va se passer? Alors, et surtout pour les nouveaux créateurs et repreneurs d'entreprises. Alors, statut conjoint collaborateur, Philippe l'a justement dit tout à l'heure, c'est la particularité du texte, puisqu'effectivement, Bruno Le Maire, il a un petit peu repris ça à lui, mais comme le disait Philippe, ça a 13 ans. Mais effectivement, là, il y a vraiment le point, et je l'évoquais, je crois, hier, le point important, c'est justement, c'est que si rien n'est fait, c'est un salarié. Donc c'est sûr que pour nous, c'est pour ça, il y a la partie expert comptable, et là c'est la partie de Charles René, c'est dire attention, parce qu'effectivement, il faut être vigilant, parce que demain, un URSSAF arrive, il y a un conjoint collaborateur qui n'est pas, systématiquement, c'est un salarié. Donc on récupère les cotisations, etc. Donc pour nous, je pense que pour l'expert comptable, je me substitue, mais ce n'est pas sa parole, c'est la mienne. Pour l'expert comptable, c'est effectivement de conseiller son client et de l'avertir. Alors c'est clair que, comme beaucoup de dossiers, c'est facile à la création, parce que la création, on y pense, etc. C'est souvent quand le dossier évolue, que ça se fait naturellement, et que malheureusement, ça peut passer à travers le trou de la raquette et qu'on ne le voit pas. Donc c'est là où le rôle des organismes, déjà avec nos OG, on pose des questions, quel statut, etc. Ça sera déjà, je pense, en amont d'informer nos adhérents. Donc, à chaque adhésion, peut-être réinformer de quelques obligations. Et au moment des contrôles de ces CV, en fonction de la question, poser la question, pas poser la question. Mais c'est là-dessus où nous, notre rôle va être important. C'est plutôt le rôle d'accompagnement et d'information que le rôle de mise en place. C'est là où le ministre, comme il savait qu'il y avait plusieurs personnes dans la salle, mais il a un peu... Mais pour nous, pour les directeurs, pour les perdants de centre, pour moi, l'objectif important, c'est... commencer à documenter et informer aux adhérents que le statut, s'il n'y a pas un statut 2 choisi, ça sera un salarié. Et ça peut avoir des conséquences importantes s'il y a un... Oui, le problème, c'est en cas d'oubli. Pendant, et ce sera obligatoirement statut salarié, oui, avec les conséquences que ça peut avoir sur un salarié non déclaré. Ouais. C'est pour ça que je répète, c'est sa femme ou son mari. La création n'est pas le risque, parce que la création, on y pensera. Un dossier, quand on crée, on fait le checklist et on passe. C'est la modification en cours de vie où le centre n'est pas au courant, mais nous on pose la question, que l'expert comptable ne lui a pas dit que le conjoint travaille un peu dans l'entreprise, etc. Il y a un trou dans la raquette. Et voilà. Et là, un compte contrôle, ça peut aller très vite. Et là, l'URSSAF, ils vont se faire plaisir facilement, Donc, et je pense que ça sera peut-être bien un de leurs objectifs dans les années à venir, d'aller voir ça. À gauche, au fond. Un micro qui arrive. Oui, le gouvernement annonce qu'il ne faut pas de coûts, pas de sanctions pour... accompagner la suppression de la majoration de 1,25, mais c'est cette suppression qui comporte un coût. C'est toi ?
la suppression en elle-même, elle comporte un coût fiscal important. Alors, le coût, on en a discuté hein, dans les services, on est sur une estimation à 200 millions. Voilà. Le coût que l'on ne fait pas rapporter grâce à nos rectificatives et le coût de la suppression de la 1,25 pour tous ceux qui ne sont pas adhérents et qui se font majorer de 1,25. Voilà, le coût cumulé, c'est 200 millions. C'est bien en supprimant la majoration qu'on crée un coût supplémentaire pour on crée un coût supplémentaire. Deuxième observation, c'est qu'on dit beaucoup que le dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel, par la CJUE, par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien. Mais, à contrario, si on supprime ce dispositif, la suppression ne sera pas conforme à la Constitution. C'est-à-dire que, est-ce que les conseillers du ministre savent aujourd'hui que s'il prévoit un dispositif de suppression du 1,25, le Conseil constitutionnel ne sera pas d'accord s'il n'y a pas une contrepartie pour rétablir l'égalité devant l'impôt? Ça, c'est un vrai sujet. C'est pas obligatoirement une notion d'égalité devant l'impôt que l'on a sur le 1,25, puisque la constitutionnalité s'était basée sur, en expliquant que c'était une modalité de calcul de l'impôt. Oui, mais le recours qui a été formé, c'était rupture de l'égalité devant les charges publiques. Là, si on le fait à l'envers, on en crée une rupture. Donc, est-ce qu'on ne peut pas porter cet argument au ministère, leur dire, attention, on peut supprimer le 1,25, mais est-ce que vous ne prenez pas le risque de créer un dispositif qui ne sera pas conforme à la Constitution? Oui, c'est une bonne remarque. On voit les juristes. Hein. On voit les juristes. Merci Marc pour ton information et ta... D'autres... À Strasbourg. Vas-y Jean-Bernard. Oui, en fait, par rapport au projet de suppression du 1,25, à mon sens, le problème le plus grand, c'est de pouvoir convaincre les prescripteurs, qui sont donc les experts comptables, que les nouvelles modalités, enfin les nouveaux avantages qu'on ne connaît pas à ce jour, seront suffisamment importants pour que les adhérents puissent rester au sein des centres. C'est ça en fait. C'est aussi comment dire, parce que bon, il y a un aspect financier avec le 1,25. Et si les mesures de substitution qu'on ne connaît pas à ce jour ne sont pas suffisamment convaincantes pour les experts comptables, le risque, c'est que les adhérents, que les experts comptables demandent à leurs clients adhérents de partir des OGA. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à cet aspect-là? Oui, bien sûr. C'est pour ça que Charles René est là. Non. Oui. Donc, non, mais on va y répondre. Charles René vous répondra à la position de l'ordre et du Conseil sup. Je pense que on sait très bien qu'il faut qu'il y ait un attrait, il faut qu'il y ait un intérêt. Mais comme j'ai de toute façon, il y a une profession comptable, donc il faut absolument qu'il y ait une unité et voilà. On va peut-être donner la parole à Charles René. Allez, Charles René. Comme ça, il y aura une réponse, j'espère, à la question. Merci. D'accord. Bonjour à tous et merci, cher président, de m'avoir invité ce matin. Je salue tous les présidents des fédérations. Alors, je vois que c'est 1978, 2018, 40 ans, un anniversaire. Vous êtes gâtés, hein, parce que je crois que l'actualité, elle est chargée, elle est parfois peut-être en effet angoissante, parce que tout changement crée un stress. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour beaucoup, pour nous. Donc cette année, nous avons eu évidemment la loi Pacte, et je vais commencer par cela, cette loi Pacte qui nous a mobilisés considérablement. Et pour tout vous dire, ça a été aussi une occasion pour l'Ordre des experts comptables de présenter un projet pour la profession, un projet qui repose sur deux grands axes que sont la confiance et la performance. La confiance parce que c'est quand même évidemment un axe important pour les experts comptables. Nous sommes là et nous avons cette notion de délégation de service public parce que nous servons un intérêt général qui est aussi, et c'est à la fondation de l'ordre que ça avait été évoqué, une certaine assurance de la base fiscale, donc le recouvrement de l'impôt pour l'État, et puis la performance parce que nous sommes au service de l'économie et que ce qui est le plus important, c'est bien évidemment que les entreprises soient le plus performantes possible pour l'intérêt de tous.
Donc ce projet pour la profession, nous l'avons présenté et l'ensemble des mesures ont été acceptées et retenues par le gouvernement. Et c'est ainsi que 7 dispositifs ont été votés en première lecture à l'Assemblée nationale. Et évidemment, je m'en réjouis. Mais la loi Pacte, c'est aussi, vous le savez, un article 9 qui entraîne le relèvement des seuils en commissariat aux comptes, un relèvement important puisque nous passons à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai exprimé à l'époque au ministre et à toutes les autorités que vous avez pu voir, Élysée, Matignon, etc., que pour moi c'était incohérent. Il est incohérent de nous mettre un dispositif EPS il y a 3 ans sur les petites entreprises et de relever les seuils de commissariat aux comptes dans des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Alors il faut être cohérent. Soit on considère qu'aujourd'hui, en effet, le contribuable est un contribuable honnête. C'est la société de confiance. Et donc, moins de contrôle. Mais dans ces cas-là, ça s'applique à tous. Et pourquoi mettre l'EPS lorsqu'il y a en plus un expert comptable? Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à l'expert comptable. Et vous connaissez ma position là-dessus. Je n'ai pas changé, bien évidemment. Je suis totalement opposé à l'EPS dans les entreprises où il y a un expert comptable. Voilà, ça je le maintiens. Mais si on va sur cette logique de ne plus avoir qu'un professionnel du chiffre comme l'entend le gouvernement, eh bien donc on l'applique, ce raisonnement, partout. Alors je ne suis pas pour la suppression des OGA. Je le dis très clairement. La suppression du 1,25, pourquoi pas? Je veux dire, ce n'est pas nous qui allons décider. En effet, ça fait un certain nombre d'années qu'on entend que le 1,25 n'est pas justifiable. Bien. Mais ce qui me paraît très important, c'est que l'expert comptable soit le conseil de l'entreprise et ne soit pas un contrôleur fiscal. Alors, quand on a la consultation de la DGFiP, vous le savez, sur l'examen de conformité fiscale, je sais que ça s'applique pour le moment, ce qui est prévu pour les commissaires aux comptes. Très clairement, nous ne sommes pas preneurs de ce dispositif d'examen de conformité fiscale pour les experts comptables. Pour moi, ce qui me paraît essentiel, c'est de garder la relation contractuelle de l'expert comptable avec son client. Nous avons un marché énorme en termes de conseils et nous ne devons pas rentrer dans un système de contrôle fiscal. Je l'ai dit à Clermont-Ferrand devant le Premier ministre, l'expert comptable n'est pas là pour remplacer le commissaire aux comptes dans un système de procédure d'alerte et l'expert comptable n'est pas là pour remplacer le contrôle fiscal. L'administration fiscale n'est pas là non plus, à mes yeux, pour être le conseil. C'est ce que nous avons expliqué à Bruno Parent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser les rôles. L'administration est là pour contrôler et l'expert comptable est là pour conseiller. Et par moments, j'ai un peu le sentiment qu'on arrive vers de la confusion, ce qui me perturbe quand même. Et donc, je vais le rappeler et l'asséner. L'expert comptable est conseil. L'expert comptable n'est pas là pour contrôler. Et bien évidemment, on sait très bien que même dans une société de confiance, il faut qu'il y ait du contrôle. À un moment donné, il faut du contrôle. Et c'est vrai que les OGA peuvent avoir cette mission qui me paraît plus judicieuse de contrôle que pour l'expert comptable. J'ai cru comprendre de la part du directeur général des finances publiques qu'il y avait en effet une volonté d'externaliser de plus en plus le contrôle fiscal. Il le dit maintenant ouvertement. Il y a une baisse des effectifs dans l'administration et donc il faut trouver la formule. Alors elle n'est pas évidente, hein, comme vous l'avez dit juste avant, parce que ça doit coûter quasiment rien, ça ne doit pas être obligatoire et ça doit apporter de la sécurité. Eh bien, de même, pour les commissaires aux comptes, l'examen de conformité fiscale, c'est quand même compliqué s'il n'y avait pas la mission de commissariat qui a permis de valider les états financiers. Je ne vois pas non plus, avec un coût qui est quand même très modique, de l'adhésion à un OGA, comment on pourrait apporter une certification fiscale. Et tout l'enjeu, il est là, c'est cet équilibre entre le coût et le degré d'assurance fiscale.
Je voulais autrement vous dire qu'il y a un chantier que nous menons au niveau de l'Ordre des experts comptables qui me paraît essentiel aussi par rapport au sujet que nous évoquons. C'est celui de la plateforme de facture électronique sur laquelle nous travaillons avec le soutien du gouvernement. Et ça me paraît essentiel parce qu'on a vu tout à l'heure les chiffres. La TVA est un sujet évidemment important en matière de fraude. Et la plateforme de facture électronique permettra demain, alors le demain c'est horizon a priori autour de 2025, lorsqu'on généralisera la facture électronique, d'avoir l'émetteur et le récepteur de la facture, de matcher la facture émise et la facture reçue, et à partir du moment où il n'y a pas la correspondance, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de fausse facture, et qui dit aussi fausse facture, dit évidemment fraude à la TVA. Donc c'est un enjeu important, il y a déjà dans d'autres pays où ça a été mis en place. Donc nous travaillons activement sur ce projet de plateforme électronique, de facture électronique, et ça c'est un enjeu important parce que pour nos comptabilités demain, ça veut dire que tout ce qui sera intégré, toutes les factures qui seront intégrées dans nos comptabilités seront des factures évidemment certaines, authentifiées. Et donc c'est quand même une assurance. Et je pense que dans le futur, au niveau du contrôle fiscal, eh bien c'est plus par des outils de cette nature que nous aurons une assurance meilleure dans la qualité des comptabilités que par un système de contrôle, comme je l'ai dit, pour revenir et pour conclure sur le PS. Ça me paraît aujourd'hui un peu décalé d'aller faire du contrôle, surtout quand on voit ce qui nous remonte de temps en temps, c'est des demandes qui sont totalement infondées. Voilà donc les projets Conseil supérieur, c'est le numérique qui est un enjeu essentiel, bien évidemment, et puis surtout, bien évidemment aussi, tout ce qui est le conseil auprès des entreprises pour que nos entreprises soient plus performantes. Donc, je vous le dis très clairement, nous ne sommes pas aujourd'hui en concurrence ou le moindre du monde. À chacun son rôle et ainsi, je pense que tout le monde sera gagnant. Je vous remercie. Merci Charles. Attends. Bon, comme vous le voyez, Charles René ne change pas de position, mais c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est tout à ton honneur. Voilà. Non, pour moi, ce qui est important d'entendre, c'est qu'effectivement, qu'il y a un travail commun, effectivement, avec chacun ses prérogatives, c'est clair. Que le PS, c'est pas ta tasse de thé, je le sais, mais on ne l'a pas demandé non plus. Ça fait partie de nos missions, ça fait partie aussi d'une partie de notre pérennité, ça revient de la Cour des comptes, je ne vais pas revenir sur tout ça. Il est clair que même si effectivement il peut y avoir quelques remontées un petit peu douloureuses sur certaines questions, parce qu'on est tous d'accord que ça doit s'affiner, se peaufiner, et que les centres de gestion, c'est ta première année quand même qu'on a fait ça. D'ailleurs, je remercie, je pense au nom des centres de gestion, ou bien si je me trompe, vous huez si ce n'est pas ça, mais que globalement, la profession comptable a fait son travail, et que la crainte qu'on a eue, qu'il y a un petit peu de réticence, même si on a peut-être eu un petit peu, mais globalement, c'est bien passé, que les télétransmissions sont bien passées. Il y a quelques grands livres, mais plutôt en télétransmission, ce qui est quand même plus agréable et ce qui est quand même plus dans le but du numérique. Voilà. Et donc, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à travailler ensemble sur les projets qu'on va pouvoir porter, nous, pour essayer d'exister et de trouver la position de l'expert comptable par rapport à l'organisme de gestion et de trouver une complémentarité. Et ça, je pense que c'est important et je compte sur toi là-dessus pour bien sûr, avec ton rôle de président de l'ordre, bien sûr, de pouvoir aller dans notre sens, pour autant que ça rentre dans le cadre de la profession comptable. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, et je pense qu'il est important qu'on soit unis, parce qu'effectivement, c'est la profession du chiffre dans son ensemble qui est attaquée, menacée pas du tout, mais attaquée, enfin pour les commissions comptes, pour certains si. Et donc là, je pense qu'il faut une unité et que le gouvernement voit que effectivement la profession du chiffre, parce qu'on parle du chiffre, mais le droit ça a ses soucis aussi, tout le monde. Donc je pense que pour nous, l'important, c'est d'être unis, fédération toutes confondues, conseil sup, de la CNCC parce qu'on n'est pas, mais voilà, c'est l'ensemble de la profession. Dans tous les cas, merci Charles René de ton intervention, de ta présence, et puis tu restes avec nous. Hein, merci.
Je vais appeler Alain. Je vais appeler Alain pour finir un petit peu ce tour de table de la fédération et de ce que l'on fait, puisque ce matin, il y a eu une assemblée générale qui avait pour seul et unique but une délibération. On l'a déjà évoqué, puisqu'on l'avait déjà évoqué en juin à la réunion des présidents. Il n'y a pas de grande surprise, mais Alain va reformuler un petit peu tout ça et dire comment on va travailler. Oui, merci. Alors c'est vrai que quand on écoute, je prenais un peu de distance là tout à l'heure, un peu de recul, et on a vraiment l'impression que le gouvernement a jeté un épais nuage de fumée sur le monde des OGA, et on va voir ce qu'il va en ressortir. Alors hier soir au Lido, on a vu ce qui est ressorti du nuage de fumée. Eh bien, nous, à notre niveau, nous avons aussi notre gâteau, vous allez voir, puisque fort quand même, nous sommes convaincus, intimement convaincus, de l'intérêt du rôle des organismes de gestion agréés dans le processus entrepreneurial français, quel que soit, tu l'as dit tout à l'heure Philippe, quelle que soit la sauce fiscale à laquelle on veut bien nous agrémenter, nous avons un rôle, je pense, important à jouer. Et pour cela, nous avons besoin d'organismes de gestion forts, structurés, performants, avec un personnel encore plus qualifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je tiens ici, au nom de la Fédération, à rendre hommage à tous les salariés des organismes de gestion agréés qui, dans leur grande majorité, ont des qualités absolument extraordinaires. Et je pense qu'on ne fait pas assez appel, nous, experts comptables, à ces centres de ressources que sont les salariés des centres de gestion. Alors, mais nous le pensons vraiment, c'est très sincère. Alors, pour nous adapter finalement à un environnement qui change, puisque, je le disais ce matin lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue ici, aujourd'hui, nous avons à peu près 40% de nos OGA membres de la fédération qui sont devenus des OMGA, et on pense qu'à fin 2019, ce sera environ 75%. Ça veut dire que nos anciens centres de gestion agréés voient leur domaine de compétences complètement bouleversé, totalement, nouveau, avec des compétences qui n'ont pas nécessairement en interne et avec donc des difficultés managériales pour certains directeurs importantes. Et afin de les aider et de coller de plus près à la réalité du terrain, nous avons décidé, avec une fédération proche de nous, l'UNASA, de créer une association commune qui va se dénommer Alliance FCGA UNASA, qui verra le jour au 1er janvier 2019 et qui aura deux objectifs majeurs. Le premier, ce sera effectivement la mise en commun de tout un tas de moyens mis à disposition des organismes de gestion pour l'exercice de leur quotidien, formation, information, aide managériale. Et elle aura également pour objectif, cette association, Alliance FCGA UNASA, de travailler sur l'éventuelle fusion à terme, au bout de 2 ans, entre nos deux institutions. En effet, l'on l'a dit tout à l'heure, nous devons impérativement être unis, soudés, forts, force de proposition vis-à-vis de nos interlocuteurs, qui ne nous veulent pas nécessairement du mal, mais parfois nous en font parce qu'ils n'ont pas tellement bien compris où était le bien. Donc, en notre âme et conscience, nous savons que nous devons travailler ensemble. Donc, le président l'a dit, les fédérations, autres que l'UNASA et la FCGA, la conférence des ARAPL notamment, et la FCGA, nous allons travailler ensemble à la présentation d'un projet commun. Mais nous avons quelque chose de plus concret, de plus opérationnel entre la FCGA et l'UNASA. Je rappelle, pour terminer, que cette alliance n'aura pas de représentation politique pour l'heure, tant qu'il n'y aura pas de fusion qui sera opérée. Chaque institution membre gardera son autonomie en la matière, mais véritablement, c'est un outil de moyens au service des centres OGA, OGMA adhérents de nos fédérations. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été clair. Hein. C'est bien. Monsieur le commissaire, on est dans le timing? Quoi? Non? On est pile poil, bon, c'est bien. Donc pas de questions particulières sur cette... Bon, bah c'est bien.